Il existe une plante qui ne se contente pas de survivre sans eau. Elle en produit, pas au sens figuré, pas grâce à une réserve cachée sous terre, mais à l'intérieur même de son fruit. Là où les rivières disparaissent pendant des mois, où la terre se fend sous la chaleur, et où porter de l'eau fait la différence entre vivre et mourir, cette plante accomplit quelque chose d'inhabituel. Elle stocke du liquide en elle-même. Pas de puits, pas de tuyau, pas de réservoir, juste une liane qui court sur le sol sec et fait pousser de l'eau à l'air libre. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pas parce qu'elle est rare, pas parce qu'elle est difficile à cultiver, mais parce qu'elle n'entre pas dans le système qui l'a remplacée. Pour comprendre ce qu'est vraiment cette plante, il faut laisser l'agriculture moderne de côté et remonter à une époque où l'eau n'était jamais acquise. L'archive s'ouvre dans le désert du Kalahari. L'air y étant si sec qu'il arrache l'humidité de la peau. La pluie n'y suit aucun calendrier. Il n'y a ni navire permanente, ni irrigation, ni citerne enterrée. Et pourtant des humains y vivent depuis des millénaires. Les communautés saintes qui traversèrent ces terres ne transportaient pas l'eau comme le font les systèmes modernes. Elles ne dépendaient ni de points d'approvisionnement fixes, ni de réserves stockées. Elles dépendaient du savoir. Elles savaient où marcher. Elles savaient quoi chercher. Et quand la chaleur poussait le corps à ses limites, elles ne creusaient pas de puits et ne cherchaient pas de ruisseaux. Elles cherchaient des lianes, rases au sol, étalées sur le sable, presque invisibles à moins de savoir exactement quoi voir. Au bout de ces lianes poussèrent de petits fruits ronds, durs à l'extérieur, lourds pour leur taille. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de l'eau. Cette plante est un melon sauvage du désert, connu aujourd'hui sous le nom de Citrullus lanatus, variété citroide. De l'extérieur, il paraît banal, écorce épaisse, chair pâle, parfois amère selon la variété. Mais à l'intérieur, il contient quelque chose de bien plus précieux que le goût, de l'humidité. Dans un paysage où l'eau disparaît plus vite qu'on ne peut la stocker, ce fruit devient un réservoir scellé, cultivé directement par le sol. Les voyageurs l'ouvraient et y buvaient tout de suite, pas par confort, par nécessité. Et ce n'était pas une pratique d'urgence rare, cela faisait partie d'un système. Pendant les cycles de sécheresse, quand l'eau de surface disparaissait complètement, ces melons restaient là. Ils absorbèrent le peu d'humidité offert par l'environnement, la stockaient et la conservaient jusqu'au moment utile. Autrement dit, la plante ne faisait pas que survivre à son milieu, elle le stabilisait. Et plus on l'observe, plus cela devient étrange. Car l'agriculture moderne repose sur une idée simple, l'eau doit être amenée, pompée, transportée, stockée, contrôlée. Mais ici une plante faisait autre chose, elle collectait l'eau, elle la gardait, et elle la répartissait dans de petits réservoirs vivants à travers le paysage, sans aucune infrastructure. Et le Kalahari n'était pas le seul endroit où ce schéma apparaissait. De l'autre côté du monde, dans l'humidité dense de l'Amazonie, une autre version de la même idée existait. Là-bas, le problème n'était pas le manque d'eau dans l'air, c'était l'accès. La pluie tombait sans cesse, mais pas toujours là où on pouvait la récupérer. Les rivières n'étaient pas toujours à portée. Et là encore, survivre dépendait de savoir où chercher. Dans la jungle, certaines lianes stockent l'eau directement dans leurs tissus. On les coupe et le liquide s'écoule. Les explorateurs qui traversaient ces régions ont relevé le même schéma encore et encore. Pas de l'eau stockée, de l'eau cultivée. Des plantes différentes, des climats différents, une même fonction. Et une fois qu'on voit ce motif, l'histoire change, car il ne s'agit plus d'une seule plante. Il s'agit d'une catégorie de plantes qui font quelque chose que la plupart des systèmes agricoles ignorent. Elles transforment une eau instable en réserve stable, elles prennent ce qu'on ne peut pas retenir et le retiennent quand même. À première vue, cela paraît presque trop simple pour compter. Un fruit qui contient de l'eau, ce n'est pas rare. La plupart des fruits en contiennent. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas que la plante contient de l'eau, c'est la façon dont elle la gère. Dans la plupart des cultures, l'eau traverse la plante et se perd vite. Évaporation, chaleur, transpiration. Le système est ouvert, en échange constant avec l'environnement. Mais chez ces plantes, le processus est différent. Le fruit devient une chambre étanche. L'eau est tirée du sol par les racines, même quand l'humidité était faible. Elle circule dans la plante puis se stocke dans le fruit, protégée par une enveloppe épaisse qui ralentit l'évaporation. Chez beaucoup de ces melons, la teneur en eau approche les pourcents. Pas une eau vaguement retenue, mais contenue, protégée de la perte directe. Cette écorce extérieure n'est pas qu'une structure, c'est une isolation. Sous une chaleur intense, là où l'humidité exposée disparaîtrait en quelques heures, l'intérieur du fruit reste stable. La plante ne se contente pas d'absorber l'eau, elle la préserve. Et elle le fait précisément au moment où l'environnement en est incapable. Après de brèves pluies, quand le sol retient encore un peu d'humidité, ces lianes poussent vite. Elles s'étendent, fleurissent et fructifient,
tant que l'eau est disponible. Puis la pluie cesse, la surface sèche, la terre durcit, l'eau libre disparaît, mais le fruit reste. Ce qui n'était qu'humidité dispersée dans le sol se retrouve concentré dans de petits réservoirs solides répartis sur le terrain, chacun contenant juste assez pour compter. Ce n'est pas l'efficacité au sens où l'agriculture moderne l'entend, c'est du timing. La plante capte l'eau quand elle existe, puis l'enferme pour quand elle n'existe plus. Et c'est là que l'histoire commence à monter d'un cran. Car dès qu'on cesse de voir la plante comme un aliment pour l'avoir, comme un stockage, son rôle change complètement. Ce n'est plus seulement une culture, c'est une infrastructure, non pas faite d'acier ou de béton, mais de tissus vivants, répartis, renouvelables, autoréparatrices. Chaque fruit est une unité scellée, chaque liane est une chaîne de production. Pas de centre, pas de point de rupture unique. Si une plante meurt, une autre survit. Si un fruit se perd, les autres restent. Le système ne s'effondre pas, il s'adapte. Et un tel système ne se comporte pas du tout comme celui dont nous dépendons aujourd'hui. Les systèmes modernes d'approvisionnement en eau sont centralisés. L'eau est extraite, stockée en réservoirs, déplacée par conduite, traitée, puis distribuée. L'agriculture dépend de réseaux d'irrigation qui répartissent l'eau sur les champs à la demande. Les villes dépendent d'infrastructures qui doivent fonctionner sans arrêt. Tout est relié, tout dépend du bon fonctionnement du reste. Et cela crée de l'efficacité, mais aussi de la dépendance. Parce que si le système s'arrête, l'eau s'arrête aussi. Ces plantes suivent la logique inverse. Elles ne livrent pas l'eau à la demande, elles se préparent à son absence. Elles ne dépendent pas d'un apport constant, elles dépendent des cycles. Elles ne déplacent pas l'eau sur de longues distances. Elles la stockent là où elle sera utile. Et cette différence n'a rien d'anodin, elle est structurelle. Car une fois que l'eau est intégrée dans une plante, elle échappe complètement au système de contrôle. On ne peut plus la pomper, on ne peut plus la rediriger, on ne peut plus la stocker en masse. Elle n'existe qu'à l'endroit où la plante pousse. Et c'est précisément là que le conflit commence. Car l'agriculture moderne, et plus largement les systèmes modernes de l'eau, sont construits autour du contrôle. Le contrôle des flux, le contrôle du moment, le contrôle de la distribution. Une plante qui produit sa propre réserve d'eau scellée n'obéit pas à ces contrôles. On ne peut pas la déployer à la même échelle. On ne peut pas la récolter, la garder des mois, puis l'expédier sur plusieurs continents sans perdre ce qui fait sa valeur. On ne peut pas standardiser parfaitement sa taille, sa forme, ni son calendrier au point de la faire entrer dans les systèmes industriels. Et on ne peut pas en faire une source continue de revenus. Parce qu'une fois qu'elle pousse, l'eau est déjà là. Pas de transformation, pas d'emballage, pas de livraison. Ce n'est pas un défaut de la plante, c'est une incompatibilité avec le système. Et dans cette incompatibilité, quelque chose d'important s'est produit. La plante n'a pas disparu. Mais on a cessé de la développer, on a cessé de l'améliorer, de l'étendre, de l'intégrer à l'agriculture moderne. Non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle fonctionnait d'une manière dont le système ne savait pas quoi faire. Pendant longtemps, ce décalage n'a pas semblé important. Les systèmes d'eau se sont étendus, les réservoirs ont grossi, les canalisations ont traversé des régions entières, l'agriculture s'est développée avec elle. Si un champ avait besoin d'eau, on la lui apportait. Si une ville avait besoin de plus, on la redirigeait. L'idée de départ était simple, l'eau serait toujours disponible, tant que le système continuerait de grandir. Mais cette idée commence à changer. Dans des régions comme la Californie, les sécheresses prolongées ont fait tomber les réservoirs à des niveaux historiquement bas. Dans certaines zones d'Afrique subsaharienne, les régimes de pluie deviennent moins prévisibles d'année en année. Même là où l'eau existe encore, l'accès n'est plus garanti. Les infrastructures vieillissent, les coûts montent, la demande augmente plus vite que l'offre ne peut suivre. Et le système qui paraissait stable commence à montrer des tensions. Pas un effondrement, mais une pression. Et sous cette pression, la valeur d'un autre type de système recommence à apparaître. Non pas comme un remplacement, mais comme un tampon. Une manière de réduire la dépendance, ne serait-ce qu'un peu. Les plantes qui stockent l'eau en interne ne résolvent pas les pénuries à grande échelle. Elles ne remplacent ni les réservoirs, ni les réseaux d'irrigation. Mais elles font autre chose, à plus petite échelle. Et parfois, les petits systèmes sont plus souples. Elles créent des réserves locales, une eau qui n'a pas besoin d'être pompée ni transportée. Une eau qui existe exactement là où elle sera utilisée. Et cette idée compte davantage à mesure que les conditions deviennent moins prévisibles. Certaines de ces plantes peuvent encore être cultivées aujourd'hui. Certains melons résistants à la sécheresse et des espèces proches sont adaptés au climat chaud et peu arrosé. Elles demandent du plein soleil, un sol bien drainé et du temps pour s'installer. Elles ne sont pas sans entretien, et elles ne conviennent pas partout. Dans les climats frais ou humides, elles donnent de mauvais résultats. Dans les systèmes agricoles intensifs, elles ne rivalisent pas avec les cultures classiques. Et même là où elles poussent bien, elles ont leurs limites. Le fruit se conserve mal après récolte. Le goût varie,
Les rendements ne sont pas toujours réguliers. Ce sont de vraies limites, et elles expliquent en partie pourquoi ces plantes ne sont jamais devenues des cultures grand public. Mais ces limites définissent aussi leur rôle. Ce ne sont pas des cultures industrielles, ce sont des outils de situation, utiles dans les milieux pour lesquels elles ont été façonnées, bien moins utiles en dehors. Et cette distinction compte, parce que tout système n'a pas besoin d'être mondial pour avoir de la valeur. Certains n'ont besoin de fonctionner que localement pour faire une différence. Et cela ramène l'histoire à son point de départ. Une liane dans la chaleur, collée au sol, presque invisible, sauf si l'on sait où regarder, produisant des fruits qui retiennent l'eau. Pas assez pour changer le monde à elle seule, mais assez pour tenir, assez pour gagner du temps, assez pour réduire le risque. Pendant des milliers d'années, cela a suffi, puis le monde a changé. L'eau est devenue quelque chose qu'on extrait, qu'on stocke et qu'on distribue, quelque chose qu'on fait circuler dans des systèmes au lieu de la faire pousser. Et dans ce basculement, des plantes comme celle-ci ont été laissées de côté, pas effacées, pas interdites, simplement plus développées, parce qu'elles relevaient d'une autre manière de penser. Une logique où les ressources n'étaient pas centralisées, mais intégrées, non pas contrôlées, mais adaptées. Et cette manière de penser existe encore, pas dans les infrastructures, pas dans les chaînes d'approvisionnement, mais dans le paysage lui-même, en attente, dans des systèmes jamais étendus à grande échelle, mais jamais disparus. Cette plante n'a pas besoin d'être redécouverte, elle a toujours été là. Elle pousse tranquillement sous la chaleur, elle garde de l'eau là où le système supposait qu'il n'y en aurait pas. Ce qui rend cela encore plus intéressant, ce n'est pas seulement que ces plantes existent, c'est qu'elles incarnent une autre logique de survie. Les systèmes modernes reposent sur la prévision. On calcule la demande, on sécurise l'offre, on déploie la distribution. Tout dépend de la stabilité. Mais ces plantes, elles, ont été faites pour l'instabilité. Elles ne partent pas du principe que l'eau arrivera à l'heure. Elles ne dépendent pas de conditions régulières. Elles réagissent à de brèves ouvertures. Une courte pluie, une hausse temporaire de l'humidité du sol. Un moment où l'environnement permet la croissance. Et pendant ce moment, elles font tout très vite. Elles absorbent, elles transforment, elles stockent. Pas pour tout de suite, pour plus tard. C'est une stratégie très différente de celle de la plupart des cultures. Beaucoup de plantes agricoles sont optimisées pour des apports constants. Arrosage régulier, sol contrôlé, cycle prévisible. Retirer cette régularité et elles échouent. Ces plantes font l'inverse. Elles s'attendent à l'irrégularité. Et au lieu de la combattre, elles s'organisent autour d'elle. Elles traitent l'eau comme quelque chose de temporaire. Quelque chose qu'il faut capter quand elle apparaît, parce qu'elle ne durera pas. Et une fois qu'on comprend cela, leur rôle devient plus clair. Elles ne sont pas conçues pour un rendement maximal. Elles sont conçues pour survivre sous pression. Et c'est pour cela qu'elles ne sont jamais devenues des cultures dominantes. Parce qu'en agriculture, la domination ne dépend pas seulement de la résilience. Elle dépend de la compatibilité. Compatibilité avec les machines. Compatibilité avec le stockage. Compatibilité avec les marchés. Une plante peut survivre à des conditions extrêmes et malgré tout être ignorée si elle ne répond pas à ces critères. Et avec le temps, c'est exactement ce qui s'est passé. L'attention s'est déplacée vers des cultures qu'on pouvait standardiser. Des cultures non récoltables à grande échelle, transportables efficacement et stockables longtemps. L'eau elle-même a suivi le même chemin. On est passé de l'adaptation locale au contrôle centralisé. D'une ressource présente sous 1000 petites formes à une ressource gérée par de grands systèmes. Les réservoirs ont remplacé les sources saisonnières. Les canalisations ont remplacé la collecte locale. Et dans cette transition, l'idée même de faire pousser l'eau a peu à peu disparu. Non pas parce que c'était impossible, mais parce que ce n'était plus nécessaire dans le système qu'on avait construit, du moins à l'époque. Mais les systèmes changent quand les conditions changent. Et les conditions changent à nouveau. Pas partout d'un coup, pas d'une manière qui remplace ce qui existe déjà. Mais assez pour créer des tensions en périphérie. Saisons plus sèches, pluies moins prévisibles, demandes plus fortes dans des zones autrefois stables. Et dans ces conditions, les anciennes stratégies réapparaissent, non pas comme des remplacements, mais comme des compléments, des moyens de réduire le risque plutôt que de l'effacer. Une plante qui stocke l'eau ne résoudra pas une pénurie régionale, mais elle peut réduire la dépendance à petite échelle. Elle peut prolonger l'intervalle entre deux apports, elle peut servir de secours quand l'infrastructure lâche, elle peut exister là où les systèmes n'arrivent pas, et c'est là que sa valeur réapparaît, non pas en rivalisant avec les systèmes modernes, mais en fonctionnant en dehors d'eux, silencieusement, indépendamment, comme elle l'a toujours fait. La liane ne connaît pas les réseaux d'irrigation. Elle ne répond pas aux prévisions de demande. Elle pousse quand les conditions le permettent, et quand l'eau est là, elle la garde. C'est tout ce qu'elle fait. Mais parfois, cela suffit. Car toute solution n'a pas besoin d'être déployée à grande échelle. Tout système n'a pas besoin de dominer.
Certains ont seulement besoin de durer, d'exister en arrière-plan, de rester disponibles quand les conditions changent. Et c'est là que l'histoire boucle la boucle. Une plante qui pousse sous la chaleur, produisant des fruits qui retiennent le lot. Non comme une innovation, non comme une découverte récente, mais comme quelque chose qui a toujours été là. En attente, à la marge d'un système qui a choisi une autre voie, pas complètement oublié, simplement sorti du récit principal, jusqu'au moment où les conditions recommencent à ressembler à celles pour lesquelles il a été conçu. Et là, son rôle redevient évident, non pas comme un remplacement de ce que nous avons bâti, mais comme le rappel qu'il existait d'autres façons de résoudre le même problème. Des façons qui ne reposaient pas sur le contrôle, mais sur l'adaptation. Et ces façons existent encore. Elles poussent en silence. Il y a un autre niveau dans cette histoire, facile à manquer. Car la vraie différence ne tient pas seulement à la façon dont ces plantes stockent l'eau, elle tient à la façon dont elles changent nos comportements autour de l'eau. Quand l'eau est centralisée, les gens se dirigent vers elle. Les villes grandissent autour des rivières, les fermes s'étendent là où l'irrigation est possible. Tout s'organise autour de l'accès. Mais quand l'eau est distribuée par les plantes, le schéma change. On ne se déplace plus vers une seule source. On avance à travers une multitude de petites sources. Le paysage lui-même devient une partie du système. Au lieu de dépendre d'un seul lieu, survivre suppose d'en connaître plusieurs. Savoir où poussent les lianes. Quand les fruits se forment, lesquels contiennent plus de liquide et lesquels non, ce n'est pas seulement de l'agriculture, c'est de la navigation, c'est de la mémoire. C'est une relation à l'environnement qui ne sépare pas les ressources de la terre qui les produit. Et cette relation est difficile à déployer à grande échelle. On ne peut pas la mettre en boîte, on ne peut pas la réduire à une seule méthode valable partout. Elle exige de l'attention, elle exige de l'adaptation. Et pour cette raison, elle entre mal dans des systèmes conçus pour l'uniformité. L'agriculture moderne réduit la variabilité. Elle élimine autant que possible l'incertitude. Les champs sont nivelés, les intrants sont maîtrisés, les sorties sont prévues. Le but, c'est la régularité. Mais cette régularité a un prix, elle réduit la souplesse. Et quand les conditions changent, les systèmes conçus pour la constance doivent s'ajuster vite ou en payer le prix. Ces plantes, elles, n'ont pas ce problème. Elles n'ont jamais été régulières au départ. Elles ne promettent pas une production uniforme. Elles ne garantissent pas le même résultat chaque saison. Ce qu'elles offrent à la place, c'est la persistance. Elles continuent à fonctionner là où les systèmes plus optimisés sont perturbés. Pas avec un rendement maximal, mais à un niveau suffisant pour continuer. Et cette idée est facile à négliger quand tout fonctionne, mais elle devient plus visible quand les conditions cessent d'être prévisibles. Car sous pression, on ne juge plus les systèmes de la même façon, non pas sur ce qu'ils produisent à leur pic, mais sur leur capacité à continuer tout court. Et c'est là que le rôle de ces plantes redevient plus clair. Elles ne font pas partie du système principal. Elles existent à côté de lui. Elles ne concurrencent pas l'infrastructure. Elles fonctionnent là où l'infrastructure devient moins fiable. Elles ne remplacent pas l'approvisionnement contrôlé. Elles réduisent la dépendance à son égard. Et c'est cette nuance qui les a maintenues en marge. Non pas parce qu'elles étaient inefficaces, mais parce qu'on n'en avait pas besoin tant que les grands systèmes compensaient. Aujourd'hui, cet équilibre se déplace. Pas partout, pas d'un seul coup. Mais assez pour rendre de nouveau visibles les anciennes stratégies. Non pas comme quelque chose de neuf, mais comme quelque chose qui a toujours existé. Une autre façon de résoudre le même problème. Une façon qui ne repose ni sur des citernes, ni sur des réseaux de distribution. Une façon qui fait pousser ses propres réserves. Et une fois qu'on la voit ainsi, cette plante n'est plus seulement une liane aux fruits étranges. C'est un rappel que l'eau ne doit pas toujours être extraite, puis déplacée. Parfois, on peut la faire pousser et la retenir. Parfois, elle peut exister exactement là où elle est nécessaire, sans passer par un système du tout. Et cette idée ne remplace pas ce que nous avons construit, mais elle change notre manière de le penser. Parce qu'elle montre que le problème n'a jamais eu une seule solution. Il y a toujours eu d'autres voies. Certaines n'ont simplement jamais changé d'échelle. Certaines ne correspondaient pas au système devenu dominant. Mais elles n'ont pas disparu. Elles sont restées là où elles ont toujours été. Dans le sol, dans la chaleur, dans des lieux où l'eau ne pouvait être stockée d'aucune autre façon. Une liane pousse. Un fruit se forme. À l'intérieur, l'eau attend. Pas stockée dans des cuves, pas livrée par des tuyaux, mais gardée en silence à l'intérieur d'un être vivant, prête pour le moment où elle sera nécessaire.